Bonjour Olivier, bonjour Romain, Romain local de l'étape, élu de la métropole, fidèle de la cuisine du web et tu fais partie, comme je disais à Olivier, des élus les plus connectés, les plus actifs sur les réseaux sociaux et tu nous parleras un petit peu des confs que tu as vus depuis un jour et demi. Olivier, tu viens de terminer ta conférence sur le topinambour et beaucoup de webmakers et de start-upers ici te connaissent grâce à ton super guide très pratique, très complet des startups que tu édites depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, tu avais un sujet particulier que tu voulais évoquer. Alors, repitch-le nous et puis on va essayer de rentrer un peu dans le détail. J'ai fait un pitch de 50 minutes sur la révolution du topinambour. Et en fait, j'ai montré qu'avec un simple légume, on pouvait faire la révolution, aussi bien dans l'énergie, l'alimentation, les objets connectés, le big data, l'intelligence artificielle, l'intelligence collective. Donc tu as mis tout le monde d'accord là d'un coup. J'ai mis tout le monde d'accord un truc qui n'existe pas. C'est ça l'idée. Enfin, il existe plus ou moins, mais le topinambour, on peut en trouver. On peut même faire la saucisse lyonnaise au topinambour. C'est une recette qui existe, qu'on trouve sur YouTube. C'est possible, ça existe. Et en fait, ce que j'ai montré, c'est que on est dans un univers de scientifiques, un univers avec beaucoup de startups qui se lancent dans la santé, dans l'énergie, etc. Et on est dans un univers où on parle toujours de singularité, de transhumanisme, où ça fait peur les politiques en ce moment, on va détruire tous les emplois. Et en fait, j'ai montré qu'une partie de ce qu'on nous racontait, c'était des foutaises en prenant un exemple. En fait, tu as voulu faire une démonstration sur la bullshit. C'était un peu ça, oui, c'était du bullshit, mais théâtralisé. Voilà. Tu voulais mais faire en mélangeant du vrai. Une révolution, mais voilà, et en me foutant de la gueule de trucs qui existent déjà, comme les exponentiels, etc. Et surtout, j'ai montré qu'en mélangeant du vrai et du faux, tu pouvais faire passer pas mal de messages. Et après, j'ai parlé des politiques aussi. J'ai montré que les politiques étaient prêts à tout récupérer, y compris le topinambour. Donc j'ai donné des exemples. Ça dépend. Si c'est récupéré pour que ce soit effectif, c'est intéressant. Ça dépend, il y a tous les cas de figure, oui, mais c'était plutôt bien récupéré dans les exemples que j'ai montrés. Au sens où il y a ceux qui disaient qu'on n'allait pas assez vite, d'autres qui disaient qu'on avait déjà fait des choses alors qu'on n'avait pas fait grand-chose. En fait, c'est le problème sur tous les concepts. Tu prends par exemple un concept comme les smart grids. Cette espèce l'accumulation, effectivement, moi je bosse aussi un petit peu dans le secteur de l'énergie par ailleurs, qui est un peu cette interconnexion entre le web et l'énergie notamment renouvelable. Bon, le concept est tellement vaste aujourd'hui que tu as, on va dire, 90% des élus qui disent des trucs sans absolument les comprendre. Après, les 10% restants, ça peut être des choses intéressantes. Tu as des quartiers connectés pas mal. Nous, à Confluence, on a un truc qui est bien. À Tokyo, ils ont d'autres choses. Ça, c'est plutôt pas mal quand le politique comprend. Le problème, c'est que des fois, il ne comprend pas toujours. Et ça, je suis d'accord. Par contre, je voulais faire passer un autre message aussi, c'est que les sciences étaient utiles et que c'était intéressant de creuser la dimension scientifique des thèmes d'actualité pour comprendre de quoi il en retournait. Parce que si on ne creuse pas suffisamment, on se fait facilement bobiner. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme enjeu de vulgarisation des sciences, notamment dans le domaine du vivant, dans le domaine de l'énergie, des transports et du numérique, et que cet enjeu-là, il doit être à la fois pris en main par les acteurs de l'écosystème, les entrepreneurs, les scientifiques, les chercheurs, et effectivement, il doit être ensuite pris en main par les politiques pour transmettre, si possible positivement, les éléments qui viennent de cet univers et entrepreneurial et scientifique pour faire avancer la société. Tu sais, en fait, il y a deux écueils, à mon avis, dans cette histoire-là, justement, sur le rapport entre le politique et le numérique, ou le progrès, ou le scientifique, enfin le mot qu'on voudra lui donner quelque part. Le premier, c'est de se dire, tiens, c'est un espace, alors faut pas crier, mais je vais vous expliquer, mais c'est un espace qui est apolitique. C'est pas vrai, la technologie, elle n'est pas apolitique. Je veux pas dire que c'est dans le clivage gauche-droite, je veux pas dire qu'elle est là-dessus, mais je veux dire, tu as des choix politiques à faire. Est-ce que tu laisses faire beaucoup les entreprises? Est-ce que tu les laisses pas vraiment faire? Est-ce qu'à l'intérieur de ça, tu privilégies telle ou telle technologie? Même le gouvernement US, qui n'est pas le gouvernement le plus interventionniste du monde, au départ, il a quand même un peu soutenu Facebook en lui permettant d'avoir du carburant à tel prix, Google également. Il y a eu des stratégies, des commandes publiques. Il y a toute une stratégie qui est faite là-dessus. Même, par exemple, là, à la métropole, tout à l'heure, on avait une discussion sur Uber. Alors, c'est pas nous qui régulons, c'est plus une régulation internationale, c'est plus nationale. Mais c'est aussi une question à poser. Comment tu répartis ça par rapport au taxi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des choix politiques à faire à l'intérieur. Et puis, l'autre inverse, c'est de penser que la politique peut tout. Et à l'inverse, tu vois, de commencer à... tu prends par exemple la loi Hadopi. Alors qu'elle a été faite, réformée sous la gauche ou faite sous la droite, c'est un peu la même chose, il y a toujours Hadopi à la fin. On régule le téléchargement alors qu'aujourd'hui on est quasiment tous en streaming. Et là du coup tu vois, il faut aussi un peu de modestie, il faut un peu des deux. Il faut aussi parfois un peu de modestie sur certains entrepreneurs, où des fois les entrepreneurs ils sont très bons dans un domaine, pas forcément sur toute la société. J'ai des discussions des fois avec Olivier Mathieu, qui est un mec que je respecte à mort grave sur tout ce qu'il fait en tant qu'entrepreneur. Je pense que des fois, il est très bon sur 90% des domaines, et puis d'autres fois, c'est des choses qu'il maîtrise moins. C'est pas parce que tu es un politique que tu maîtrises tout, et c'est pas parce que tu es un entrepreneur. Justement, j'ai tendance, à force de lire ce qui se dit sur ces sujets-là, d'observer les politiques et les entrepreneurs, je trouve que
en gros, je trouve qu'on crache trop sur les politiques par les temps qui courent. Et la politique, c'est quelque chose de noble. C'est pas parce qu'il y a quelques pourris comme Balkany et d'autres que tout est pourri dans la politique. Et on oublie que les politiques ont structurellement, par rapport à n'importe quel autre corps de la société, une vision qui est plus globale, parce qu'ils doivent traiter plein de problèmes différents de la société. Ils ont une vision qui est paradoxalement plus long terme quand même que beaucoup de gens de la société civile. Et donc, il faut respecter ce rôle, qui est un rôle qui n'est pas un rôle for profit, hein, dans la plupart des cas, sauf les pourris, les fameux pourris. Et c'est un rôle qu'il faut finalement revaloriser et qui nécessite de la pédagogie, qui nécessite de faire de la pédagogie de la politique. Et là, c'est un énorme sujet de communication, un énorme sujet sur la vulgarisation. Alors, les bons exemples viennent quand, effectivement, certains politiques, à la limite, il y en a aujourd'hui qui le font, Alain Juppé, François Fillon, dans une certaine mesure, et à gauche, il y en a aussi, qui sont capables d'intégrer les enjeux technologiques dans une vision de la société, avec une certaine modération. Et je trouve que Barack Obama le fait très bien, d'ailleurs, aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as vu la fameuse interview qui est dans Wired de ce mois-ci, avec Joe Ito. C'est une excellente interview d'un politique qui est capable d'intégrer les enjeux de l'intelligence artificielle et de la robotique, de ne pas les enjoliver, tu ne vas pas dire ouais, on va tout changer, tous les métiers vont disparaître, d'avoir une certaine mesure, une certaine retenue dans l'analyse des choses et en même temps d'avoir une vision positive et une vision transformationnelle de la société grâce à la technologie ou avec la technologie. Et donc il y a une espèce de mélange des genres à créer aujourd'hui qui est encore en devenir. Alors sur Obama, l'interview elle est intéressante parce qu'il a une vision, mais je ne suis pas sûr que son mandat il est marqué par une vraie politique numérique aux États-Unis. Après, c'est pas très grave. Après, c'est pas grave, il n'en a pas besoin. Voilà, exactement. Quand à la Silicon Valley, tu n'en as pas besoin. Ce que tu viens de dire, c'est faux tout à l'heure. Je vais te faire du fact-checking. Tu as dit Facebook a été aidé, mais c'est complètement faux. Si, il a été aidé au départ. Facebook ? Au départ. Mais comment ? Je te dis, quand il était classé en données, au niveau des commandes publiques, au niveau d'un certain nombre de commandes. Il n'y a pas de commandes publiques de Facebook. Ici, il y a des commandes publiques sur Facebook. Faut arrêter les conneries. Non, pardon, pas une commande publique. Il y a une aide sur le carburant, notamment. Mais quel carburant Si, sur le carburant utilisé par les véhicules de Facebook. C'est rien du tout, ça c'est quelques centaines de véhicules. Il y a un certain nombre de choses. C'est complètement marginal, il faut arrêter marginal. Par rapport au chiffre d'affaires de Facebook. Si au départ, tu as quand même un certain nombre de commandes militaires, un certain nombre de choses. Des commandes militaires de Facebook. Sur Facebook. What the... Si. Quelles commandes? Mais tu as eu quelques commandes. Facebook n'a une offre hors entreprise que depuis cette année qui s'appelle Facebook at Work et qui a changé de nom récemment. Et je connais même le mec qui l'a créé, c'est un mec que j'ai embauché il y a quelques années. Pour les entreprises, mais tu as quelque chose. Il n'y a pas d'offre de Facebook. Alors Google, c'est différent. Google, c'est différent. Le projet de Google qui a démarré sous la forme d'une thèse de doctorat de Larry Page et Sergey Brin à Stanford a été financé par la DARPA, mais c'est des financements de l'ordre de 200 000 à 300 000 $. Ça, c'est marginal. Non, c'est pas si marginal que ça, parce que c'est marginal en montant, mais c'est pas marginal dans la symbolique. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, tu as énormément de projets de recherche avancée dans les universités américaines qui sont financés par la DARPA. Qu'après, c'est en cascade, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ça, c'est pas ça, c'est que beaucoup de projets scientifiques aux États-Unis sont financés par la recherche, l'argent public fédéral, mais dans le secteur privé. Stanford est une université privée, mais c'est financé par de la recherche avancée, notamment militaire, ou du renseignement. Et après, ça aboutit des entreprises avec du capital privé. Mais le bootstrap a été quand même un petit peu d'argent public. Et c'est intéressant de le rappeler. Il faudrait que je retrouve la source, mais tu as un peu de bootstrap également pour ce qui concerne Facebook. Encore une fois, évidemment, on est complètement d'accord. Obama n'a pas besoin d'avoir une grande politique numérique. Simplement, ce que je disais juste, tu reliais ça à l'action politique. Je disais justement, il avait un bon discours politique dessus, mais pas forcément une politique dessus. Est-ce que c'était nécessaire ? La réponse est non. Quand tu vois la gueule des États-Unis au niveau numérique, la réponse est bien évidemment, heureusement que ça a fonctionné comme ça, parce que du coup, maintenant, ils ont tous ces géants-là quand même. Il a quand même lancé plusieurs initiatives qui ne sont souvent que la consolidation d'initiatives existantes, comme quand on fait des plans France Industrielle chez nous. Il a lancé une initiative sur l'IA, il en a lancé une sur la voiture automatique, il en a lancé sur la génomique dans les 2-3 dernières années. Alors qu'est-ce que c'est ces initiatives ? C'est très voisin de ce qu'on fait en France, mais avec un autre nom et un autre emballage. C'est souvent l'orientation de crédits de la NSF ou des crédits type ANR en France qui vont financer des projets de recherche public dans le domaine du privé, avec des appels à projets. C'est voisin de ce qu'on fait déjà, sauf que c'est des montants en général plus importants que les nôtres. Voilà. Sur l'IA, je suis d'accord avec toi. Sur la voiture automatique, c'est 5 milliards de dollars, c'est pas beaucoup sur 5 ans. C'est même pas que la question du montant, c'est qu'il est arrivé à un moment où de toute façon le secteur privé allait le faire sans ça. Tu vois, je suis pas d'orientation libérale, mais pour le coup, c'était vraiment arroser à un endroit où il n'y avait pas vraiment besoin. Oui, mais ce qu'il a fait, c'est probablement de se poser la question de comment les entreprises traditionnelles, les Ford, les GM, les Chrysler et compagnie vont se mettre et ils sont pas très rapides là-bas quand même. On parle de Tesla, mais on parle pas des traditionnels. Peut-être qu'il s'est dit c'est intéressant de pousser les acteurs existants qui sont à Détroit, qui génèrent beaucoup d'emplois, de s'y intéresser peut-être plus
autant que Tesla. Peut-être il peut y avoir des éléments comme ça. Mais là où, à mon avis, il y a une question à poser qui est mal posée par le politique, c'est globalement, on est en train justement d'économiser de l'emploi à plein d'endroits. Tu vois, avec l'automatisation, c'est plutôt pas mal parce que on avait une fois une discussion par Twitter il y a longtemps avec toi. C'était est-ce que finalement c'est utile qu'on laisse des gens au fond des mines? Est-ce que c'est pas un job qui est un peu pénible? Est-ce que c'est souhaitable que l'humanité soit au fond des mines avec Florange, etc., etc. Et c'est vrai, c'est pas souhaitable en fait que les gens soient derrière une caisse enregistreuse. Personne n'a envie de passer sa vie derrière une caisse enregistreuse. Et qu'est-ce que tu fais des gens après? Et là, tu vois, c'est là où je trouve que par exemple, le politique français comme le politique US sont pas bons, quel que soit le bord. Je suis pas sûr. Tu as raison dans le pas bon, mais personne n'est bon. Parce que si tu prends même l'écosystème numérique, il n'est pas bon lui non plus. Oui. Il n'agit pas de façon responsable en disant comment je vais faire pour jouer un rôle pour reconvertir les gens. C'est très dur de reconvertir les gens. Quand tu reconvertis un ouvrier qui est dans une région qui se désindustrialise, où le mec il est bac-2, il n'a pas de formation, il a 55 ans, tu ne vas pas le transformer en développeur, c'est la fameuse métaphore habituelle. Il peut être éventuellement transformé en un autre métier manuel ou un autre métier qui lui-même n'est pas robotisé, mais il ne va pas comme ça être transformé. Et pourquoi? Parce que les mécanismes sont macro. Tu ne transformes pas une personne individuellement, tu transformes un ensemble. C'est comme quand on dit est-ce qu'on a trop de fonctionnaires ou pas. Alors bon, c'est une grande discussion. Si du jour au lendemain... Ça dépend où tu les mets. Ça dépend dans quel métier, évidemment, parce que les politiques qui disent qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires disent jamais où. Je me suis rendu compte de ça il y a 10 ans. Et ils n'osent jamais dire où, parce que quel que soit l'endroit où tu dis mets le doigt, on va dire ah bah non, là il ne faut pas y toucher. Ah bah non, là non, la santé, les hôpitaux, la police, la sécurité, ah bah non, ça il ne faut pas y toucher. Et quand tu regardes l'éducation, ah non, c'est une priorité. Donc en fait, quand tu regardes tout, quand tu enlèves les priorités, il ne reste plus que 20% de marge en fait. Il y a très peu de marge dans la réalité. Après la protection sociale, c'est le même sujet. Personne n'est capable de dire précisément où est-ce qu'il faut la réduire pour baisser le coût, ça coût aussi, des charges. C'est un sujet d'ailleurs. C'est comment tu rationalises ça. Si tu poses la question de c'est pas juste que tu payes très cher quand tu es un très bon conducteur de 25 ans. Après, tu peux aussi te poser la question comment est-ce que tu fais quand tu es complètement exclu par les datas. Ça, c'est un vrai débat aussi sur lequel il y a relativement peu de discussion, à la fois effectivement dans le tissu entrepreneurial et à la fois chez le politique. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est juste de payer très cher quand tu es un bon conducteur? Est-ce que c'est pas juste? Comment est-ce qu'on va fonctionner avec ça alors qu'on a les moyens maintenant de calculer si quelqu'un a priori sera un bon ou un mauvais conducteur? C'est un vrai problème. C'est un vrai débat, ça. C'est un débat qui existe sur la aux sécu, US. ça va être énorme, ça. Et c'est énorme parce que énorme, maintenant avec débat. les objets connectés, avec le suivi presque policier de nos us et coutumes, notre activité physique, de ce qu'on mange, etc., on peut arriver effectivement à une santé à géométrie variable où notre police d'assurance privée va dépendre de ce qu'on fait. Le problème, c'est que dans la santé, tu as des pathologies que tu ne contrôles pas et d'autres que tu contrôles. Et en plus, tu as ce qu'on appelle les pathologies plurifactorielles. Par exemple, un cancer est plurifactoriel. C'est une maladie plurifactorielle qui est influencée par ton génome, qui est influencée par l'air que tu respires, ce que tu manges, l'eau que tu bois et ton activité physique. Faire le tri là-dedans, entre ce que toi tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, dans la manière dont la mutualisation du coût de la santé va être gérée, c'est un vrai casse-tête. Et aujourd'hui, il y a une tendance, moi qui me semble très inquiétante, de la démutualisation du coût de la protection de la santé des gens, qui existait aux États-Unis depuis des années avec ce qu'ils appellent les pre-existing conditions, qui continuent à exister malgré Obamacare. Et on voit les mutuelles en France commencer à s'intéresser au sujet, avec les objets connectés, etc. Là, oui, c'est un exemple typique du cas où la politique interfère avec la technologie et où la politique et le sens citoyen doivent jouer un rôle. Et puis surtout, quand tu es dans une situation où aujourd'hui, tu regardes, c'est l'individualisation la plus grande des comportements, donc tu as de moins en moins envie de payer pour quelqu'un d'autre, de payer des risques que tu n'as pas, des besoins que tu n'as pas, et avec toutes les possibilités, bien sûr, qui sont offertes par les différentes disruptions que peuvent offrir la technologie. Là, effectivement, pour le coup, c'est quelque chose qui est compliqué. Tu vois, tout comme est compliqué aussi tout le rapport du politique par rapport aux grandes entreprises technologiques. Si aujourd'hui tu attaques Apple, il y a des tas de gens qui aiment Apple parce que c'est sympa, parce que les ordinateurs sont bien. Applications. Voilà, tout ça est super. Et du coup, tu n'arrives pas à expliquer aux gens, mais mais on n'a rien contre votre ordinateur, il est très bien. Mais en même temps, c'est aussi intéressant qu'il soit à égalité avec une PME qui paye ses impôts. Un autre exemple que je peux te donner d'interférence entre le technologique et le politique, c'est la voiture. Prenons la voiture telle qu'elle existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la sécurité routière qui essaye d'éduquer les conducteurs pour qu'ils respectent les limites de vitesse, qu'ils ne grillent pas les feux rouges, et il y a les points dans les permis, etc. Mais aujourd'hui, avec les technologies, on peut très bien mettre une boîte noire dans toutes les voitures qui va, de manière géolocalisée, savoir à quelle vitesse on roule partout en France. Et à partir de là, tu remets ça dans le cloud, ministère de l'Intérieur,
et tu as ta courbe de vitesse dans toutes les rues, et ça te dit tu as dépassé là, là, là et là, et à la fin du mois, tu as ta contredanse mensuelle. Tu peux même faire en sorte, d'ailleurs, faire en sorte d'ailleurs que ta voiture, elle ralentisse au moment où tu as un panneau. Ça, c'est la voiture automatique. Oui, et donc, quand la voiture sera automatique, la question ne se posera plus, parce qu'elle va respecter d'elle-même les règles. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans cette période transitoire, tu pourrais même. Tout à fait. C'était le sujet de la conférence de Kaspar Koenig hier sur les datas et l'appropriation des datas. Et moi, justement, ils étaient hier à votre place, Gaspard Koenig et Stéphane Distinguin, président de Cap Digital, et qui a remis un rapport sur la grande école du numérique. Et moi, la question que j'aurais posée... La grande école du Topinambour, en fait. Voilà. Je ne l'ai pas compris comme ça, effectivement. Et la question que je leur ai posée, c'est que voilà, au-delà, quelle est la capacité d'appropriation du numérique par les politiques, et notamment au-delà des côtés marketing et communication, en quoi le web peut hacker les programmes, le web peut avoir une vraie influence à la fois dans la définition de ces programmes, notamment Gaspard, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Espagne, une nouvelle forme d'expression politique, soit sur les partis traditionnels, soit sur les nouvelles formes d'expression. Et à la fin, ils sont un petit peu fightés aussi en disant Gaspard reprochait un petit peu à notre secteur des entrepreneurs et qui considérait du numérique comme une future élite, d'être un peu gêné, d'être un peu timide, d'être un peu à distance des politiques, d'avoir du mal à se mouiller comme pouvaient le faire des capitaines d'industrie précédemment. Alors est-ce que c'est parce que la culture n'est pas... Il le percevait comme ça, voilà. Le sujet clé, c'est que le numérique est un sujet multifacette. C'est-à-dire que tu peux le traiter au premier degré, les technologies, les usages. Et le numérique, c'est aussi un enjeu de société. C'est un enjeu d'organisation, c'est un enjeu sur le modèle de collaboration entre les uns et les autres, d'où la démocratie participative qui est un moyen, notamment via les outils du numérique, de plus impliquer les citoyens. Et en même temps, c'est un leurre, le numérique. Parce que derrière le numérique, il y a des gens. Derrière le numérique, il y a le temps des gens qui est consacré à tel ou tel sujet. Donc même si tu mets cette courbe à transmission du numérique, par exemple pour avoir des citoyens participants au processus démocratique, notamment dans les villes, il faut des gens qui ont du temps, qui ont de l'énergie, qui ont une certaine compétence, et c'est pas le numérique qui va régler ce problème-là. Alors moi je pense que le numérique, dans le contexte de la démocratie, est étroitement lié à l'éducation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait une espèce de conjonction, une synchronicité entre d'un côté les outillages, les initiatives des politiques pour mieux impliquer les citoyens, ça c'est une chose à faire, et en parallèle, d'ailleurs certaines startups se sont lancées sur le créneau, il faut des outils d'éducation et d'information qui permettent d'augmenter le niveau moyen du citoyen pour éviter un phénomène que j'observe aujourd'hui, qui est que les citoyens qui s'impliquent, c'est une sorte de nouvelle élite. C'est une petite élite. C'est une élite intermédiaire entre le citoyen de base qui n'a pas la culture, qui ne s'implique pas, qui n'a pas le temps, et le politique qui fait ça à temps plein, et entre les deux. Et il faut éviter que ce soit une élite. Mais il y a, je voulais corriger un truc, au fait, parce que des fois on dit en politique on a de la mauvaise foi. Effectivement, je me souviens, c'était pas Facebook qui a eu droit au dispositif en question, mais c'est bien toi qui as raison, c'est bien Google. Sur la question du carburant. Je viens de me rappeler effectivement que je m'étais carburant de quoi alors des carburants des véhicules de Google. Je te jure. Parce qu'il y a des véhicules de Google qui font les navettes entre San Francisco et la Silicon Valley pour transporter les salariés. Aujourd'hui, ils ont acheté mais dans leurs véhicules lourds, les avions, un certain nombre de choses. D'ailleurs, ils sont en train de produire eux-mêmes un certain nombre d'énergies aujourd'hui, mais ça c'est encore un autre sujet. Oui, ils ont des panneaux solaires pour alimenter certaines de leurs usines de data center. Mais sur la question en tout cas de la participation politique, il y a effectivement la démocratie participative, oui, les conseils de quartier, c'est pour le moment un échec. C'était quelque chose, c'était vendu comme la panacée à l'époque de Lionel Jospin, l'idée était bonne, mais en fait on s'est trouvé, moi je vois les conseils de quartier chez moi, je suis dans le 7e arrondissement, un des endroits les plus multiculturels, moyenne d'âge 30 ans, enfin tu vois, le truc absolu. Ça aurait dû prendre, c'est ça que tu veux dire. Non, mais ça a pris. Le bon terreau, quoi. Ça a pris, mais sauf que j'ai les dernières personnes âgées du quartier qui sont dedans. C'est tout. Et on est dans un quartier qui est multiculturel. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ce qui intéresse tu veux dire les que c'est gens, les personnes âgées qui s'impliquent en priorité. Oui, parce qu'elles ont plus de temps. Elles ont plus de temps. J'ai écrit ça dans ma série de papiers récente. Et elles sont plus. mécanique. Et elles sont plus familiarisées avec les rapports avec la mairie que la plupart des gens. Voilà. Quand tu as 30 balais, généralement, ta mairie, tu vas pour tes papiers, tu vas pour inscrire tes gosses à la crèche quand il reste de la place. Tu poses un RTT. Mais d'habitude, tu écris pas à la mairie pour tout et n'importe quoi. Et ben dans ces périodes-là, tu es une période où l'État était beaucoup plus fort, où l'autorité était différente, et où surtout les gens ont du temps. Après, la question de la démocratie participative par le web, ça peut être intéressant ponctuellement, mais il faut faire gaffe au fait que tu as des tas de gens qui se mobilisent parfois à mort pendant 15 jours. Tu vois, ils croient que pendant 15 jours, ils vont révolutionner le monde, et tu as besoin de gens qui sont là toute l'année aussi. Donc tu as besoin un peu des deux là-dessus. Après, pour hacker les partis à l'intérieur, c'est vrai que pour connaître un peu la chose de l'intérieur, dans les partis, le mec qui fait le web,
c'est souvent le mec le moins important. C'est le couteau suisse. Tu vois, dans le cabinet d'un ministre ou dans le cabinet d'un président de grande entreprise, c'est souvent un peu une porosité entre ces deux univers. C'est souvent le mec dans le service communication, le moins payé sera le mec qui fera le web. Ou ce sera considéré comme un truc de plus. Ou quand tu parles de web vis-à-vis des anciens, là à midi au groupe socialiste à la métropole, on parlait des plateformes numériques dans le transport et dans l'hôtellerie. Si tu veux, quand tu défends une solution plutôt pro-technologique, plutôt favorable au numérique, on se dit c'est pas grave, c'est parce que lui c'est le geek de service, tu vois. C'est pas pris au sérieux. C'est pas quelqu'un à qui on va aller demander d'aller sourcer des idées, d'aller en challenger certaines, d'aller en défendre d'autres auprès des élus. Et juste pour dire, ça me revient sur la conférence de Gaspard hier, il disait le think tank Génération Libre a organisé une pétition, non pas une pétition, une manifestation contre l'état d'urgence. C'était il y a 3... Ils étaient 5. Oui, c'est une vraie manifestation. Ça. Voilà. Et voilà. Donc après, il y a eu El Khomri, là ça a vraiment mobilisé du monde. Donc il regrettait un petit peu que sur les sujets qui demandent un petit peu, notamment d'appropriation par le numérique, ça prenne pas. Par manque d'éducation. C'est une histoire d'éducation, d'allocation de temps, comme tu dis. Alors quand tu sais que les gens qui ont du temps, c'est plutôt les personnes âgées, voire ceux qui exercent des métiers qui utilisent du temps de libre. Alors les mauvaises langues diraient les fonctionnaires, je pense que c'est pas vrai, ça dépend des métiers chez les fonctionnaires. Ça crée un déséquilibre mécanique. L'éducation crée un deuxième déséquilibre, et c'est pour ça que c'est pas la panacée de la démocratie participative. Mais c'est quand même utile dans certains cas de figure. Il y a aussi vraiment la tendance à zapper, c'est-à-dire même quelqu'un d'éduqué, etc., il va se mobiliser contre quelque chose dans son coin. Et tu as besoin, je sais pas, moi par exemple dans mon quartier, il y avait 2 familles à la rue, les gens se sont mobilisés, ils sont maintenant relogés. Et si tu veux, par contre, il me faut des gens toute l'année qui s'occupent des personnes à la rue, pas juste au moment où ça t'indigne. Voilà, donc tu vois, cette question-là, elle arrive. Le numérique peut aider sur des choses, par exemple, amener des nouvelles personnes au conseil de quartier, peut amener un certain nombre de trucs, mais ça peut être qu'à la marge pour le moment. Moi, je me suis posé une question parce que là, je viens de sortir de la publication de 5 articles qui font 80 pages au total sur la démocratie et le numérique, sur mon blog. Tu pourras regarder si tu veux, sur mon blog Opinion Libre. Et je me suis posé ces questions-là. Et j'ai observé un phénomène à l'échelle nationale. Parce que la démocratie participative, elle est aussi testée à l'échelle nationale. Tu as la primaire.org qui cherche à valoriser des candidats à la présidentielle. Alors là où le truc que j'ai identifié, c'est que la difficulté qui est rencontrée par les citoyens qui cherchent à s'impliquer, c'est ce que j'appelle l'intégration. C'est-à-dire que à l'échelle locale, quelqu'un va se mobiliser contre un rond-point, contre un PLU, qui est un sujet ponctuel. L'échelle nationale, c'est des systèmes complexes. Quand tu changes la politique économique, l'économie sociale, tout ce qui est le social, tout ce qui est la fiscalité, c'est des systèmes complexes. Ça peut être une cause ponctuelle, les pigeons, la loi El Khomri, un certain nombre de choses. Quand tu veux te présenter à la présidentielle ou quand tu veux gérer l'État au niveau d'un député ou de l'exécutif, il faut à la fois se poser des questions sur chaque problème pris isolément, mais il faut avoir une capacité d'intégration. Tu t'es intéressé au cas espagnol, je crois, non ? Podemos, oui, j'ai regardé. Podemos et Ciudadanos. Ce qui me fascine à chaque fois qu'on fait des initiatives citoyennes un peu, au niveau d'une primaire, au niveau de quelque chose, c'est que tu tombes soit sur des gens qui finissent sur un programme à la Ciudadanos, plutôt libéral, etc. Soit sur des gens qui ont un programme plutôt à la Podemos, c'est-à-dire extrême gauche, mais moins structuré. C'est marrant, c'est vraiment toujours ces 2 traditions-là que tu retrouves dans le participatif. Il y a une raison, c'est que les systèmes d'organisation humaine, ils ont toujours tendance à se consolider, au même titre que des startups émergent et d'autres meurent. Et donc en politique, c'est pareil. Tu as une espèce conservateur, ça pourrait être... Tu as une agglutination. Tu as une agglutination sur des mouvements politiques plutôt contestataires, donc plutôt type Podemos, qui sont issus des mouvements dont j'ai oublié le nom, les indignés là, qu'on avait à Wall Street, etc. Indirectement. Et tu constates aussi, alors je l'ai vu en analysant tous les programmes des candidats à la présidentielle qui ne sont pas dans des partis. Et quand tu regardes le corpus idéologique de quasiment tous ces candidats-là, ce sont tous des corpus qui sont issus de mouvements existants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créativité réelle, de ce que j'ai observé en tout cas, de citoyens de la base, dans la mesure où ils ne font que reprendre des trucs qui existent déjà dans des corpus. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dès que tu commences à créer de la coalescence autour d'un parti, même organisé de manière citoyenne, il y a une coalescence qui se construit autour de 2 trucs qui sont un corpus idéologique, comme le cas de Podemos, et 2, des vrais gens. Il y a des leaders qui émergent, il y a un leader de Podemos, même s'il peut changer dans le temps plus rapidement que dans un parti politique traditionnel, on retrouve la hiérarchie des organisations humaines. Dans les partis, tu peux avoir des vrais gens quand même. Mais il y a des vrais gens, bien sûr. Mais justement, et moi, ce contre quoi j'ai envie de me battre, c'est de rappeler que dans les partis politiques que tout le monde décrit aujourd'hui, il y a des vrais gens. Les équipes des candidats à la présidentielle, ce sont des équipes avec des gens qui sont proches du terrain. Il y a des élus locaux, il y a des spécialistes, il y a des experts qui donnent du feedback aux candidats, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche.
gauche et qui crée des antennes sur le terrain. Mais avec après une lecture idéologique qui est que tu es plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt ceci, plutôt ça. Mais il y a quand même des gens sur le terrain. Tu as aussi un fonctionnement bureaucratisant en fait, dans les partis en général. Et dans toute organisation humaine. Mais dans toute organisation humaine, mais parce que tu te retrouves aussi à un moment, tu as beaucoup d'endroits où les élus locaux réfléchissent pas. C'est assez fou. On dit voilà, les élus locaux sont proches, alors tu en as qui sont proches. Ils réfléchissent pas au sens... Moi par exemple, on va dire, sans être méchant, à Lyon, 70% de mes collègues, globalement, si tu veux, ils ont la ligne de leur parti. Et ils vont la répéter. Ils sont à plein temps ou pas Alors plus t'es à plein temps. Parce que si t'es conseiller municipal, t'es pas à plein temps forcément. Non, t'es pas à plein temps. Moi, je suis pas à plein temps. T'es dans l'exécutif ou t'es que élu? Alors moi, je suis élu d'arrondissement et je suis à la métropole. Donc moi, j'ai aussi des jobs à côté. T'es un job exécutif. J'ai un job exécutif en arrondissement. C'est pas gigantesque. Okay. Mais bon, après, c'est un grand arrondissement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu te retrouves aussi dans des situations où les gens sont un peu payés. Tu vois, beaucoup de gens sont un peu payés. Ils en vivent pas, mais ils sont un peu payés. Et du coup, ils sont souvent dans des stratégies de garder un peu les choses, tu vois. Pas forcément d'essayer de faire évoluer, mais d'avoir de la bonne gestion. On a beaucoup d'élus locaux, de gauche ou de droite, qui sont d'excellents gestionnaires, qui vont te sortir des acronymes, alors presque pire que nous ici à la cuisine du web. Non, mais je te jure, putain, alors là, tous les gens qui sont dans les organismes sociaux, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Et c'est pas des bêtises, hein. Et voilà, et qui par contre, tu vois, tu vas leur demander de penser un peu plus à long terme, d'avoir une vision, etc. Tu as l'impression d'avoir des chefs de service, des gens très fonctionnalisés. Mais tu sais, observe une association 1901 avec 10 membres. Je finis juste. Dans les entreprises intermédiaires et dans les grosses boîtes, c'est pareil. Les cadres intermédiaires, ils n'ont plus de vision et plus rien. On est dans la même situation. Tu prends une bête à sauce de 1901 de 10 personnes, c'est exactement le même principe. Oui, je suis d'accord. Donc c'est une espèce de fondamental des organisations humaines. À tout le monde. Voilà. Tiens, je te passe le micro, tu voulais nous... Sur le sujet de la construction de programme et du process de création de programme. Si je vous suis, pour faire rapide, ce qui est en train de se passer sur En Marche risque de se terminer comme Désir d'avenir il y a 10 ans. Avec un programme classique, positionné quelque part, et rien de révolutionnaire. Ça dépend d'un point. Il y a un truc qui me choque dans la manière dont l'équipe de Macron travaille. Il y a Axel Tessandier qui est là, il en fait partie de l'équipe, elle est présente ici. Mais c'est qu'ils ont interrogé les gens à la base, ils ont des milliers de volontaires qui sont allés sur le terrain, ils ont demandé aux gens qu'est-ce qui ne va pas. Alors ils ont dit je trouve pas un logement, j'ai pas de boulot, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Et à partir de là, tout d'un coup, Macron, à un moment donné, il a balancé une idée, tiens, on va payer les indemnités de chômage aux gens qui démissionnent des boîtes mais sans être virés. Bon. Donc ça veut dire qu'il est passé directement de l'analyse des symptômes à une solution, et il n'y a pas le diagnostic entre les deux, alors qu'il prétend que c'est un diagnostic. Et là, je pense que c'est une erreur politique et intellectuelle, qui est de passer directement d'un problème à une solution, sans avoir analysé le problème. Si tu veux analyser le problème du logement, tu dois avoir une vision large. Le logement, d'où vient le problème? Il vient des problèmes de démographie, il vient de structure du capital, d'intérêts du capital différents, de la fiscalité, il vient des incitations... Des Français pour la pierre. Oui, mais il vient aussi de la fiscalité qui encourage, via les lois Célier, etc., à investir de telle manière plutôt que de telle manière. C'est tout un ensemble. Ce n'est pas juste une mesure, c'est un ensemble, c'est un système complexe. Et en politique, les systèmes complexes, on n'aime pas trop. Surtout quand il s'agit de faire de l'électoralisme et de simplifier les messages vis-à-vis des électeurs. Et donc, je pense que la responsabilité du politique, et certains le font, c'est d'analyser la complexité, de la simplifier quand il s'agit de se faire élire, mais de la garder quand même sous le manteau pour décider et faire du benchmark, d'avoir de vraies hard data, peut-être utiliser les technologies numériques pour naviguer dans l'hard data, mais il faut absolument qu'on améliore cette capacité à gérer le vrai diagnostic et pas juste l'analyse, la détection des symptômes. Sinon, on fait un pont direct entre les symptômes et la solution, et entre les deux, c'est juste de l'idéologie. Et ce n'est pas du factuel. Et le numérique et les méthodologies qui viennent de l'industrie du numérique sont des méthodologies qui permettent de rajouter peut-être de la rationalité dans ce passage entre les deux, qui manque aujourd'hui. Mais c'est peut-être trop intellectuel ce que je raconte et qui passe au-dessus de la tête des gens. Mais bon, vraiment, c'est comme en fait un algorithme, cette histoire-là. Oui, exactement. C'est tout simplement un algorithme. Il faut changer les paramètres de l'algorithme. Oui, voilà, c'est tout. Mais ça, de toute façon, les algorithmes ne sont pas neutres. Ça aussi, c'est un autre sujet sur la question de la neutralité des algos. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, le mouvement de Macron, c'est un petit peu compliqué à dire pour le moment. Le souci en plus, c'est que tu es dans une espèce de période post-politique dans laquelle tu dresses des constats, et souvent le constat, ça sert de proposition. Ça peut être un vrai problème. Ensuite, il attire des gens très variés. Et quand tu fais des propositions précises, tu risques de sortir du fait de plaire à des gens très variés. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Moi, je ne suis pas
dans ses équipes en ce moment. Mais c'est quelque chose qui est intéressant quand même parce que je vois des profils très très différents venir. Après les nouveaux mouvements politiques, différents, je suis pas tout à fait d'accord. Bah, en tout cas, c'est quand même très bobo, chez les gens, entrepreneurial. non, chez les gens, il y a un petit peu ça, dans l'encadrement, oui. Ouais. Dans l'encadrement, on est d'accord. C'est toujours un encadrement un peu centre-gauche, effectivement, et qui a fait les bonnes écoles. Centre-droit aussi, Ce qui d'ailleurs. peut amener un certain nombre de gens, effectivement, à se dire tiens, quelle est ma place à l'intérieur de ça. C'est pas forcément évident. Effectivement, il sort pas encore non plus de ce côté de ce mal français qu'il faut que tu fasses une école, sinon c'est mort. Qui est un mal qui commence à toucher le numérique d'ailleurs. Parce que quand tu prends les boîtes qui ont été emmenées au CES de Las Vegas, tu avais 1% des gars qui étaient autodidactes. C'était pas du tout comme ça il y a quelques années dans l'écosystème français. Mais en tout cas, sur Macron, il y a, je sais pas, en tout cas, sous la Ve République, pour le moment, il n'y a pas encore eu d'équivalent de mouvement comme ça qui marchait. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, dans un an en marche, on en parlera partout parce qu'il aura gagné. Et si ça se trouve, ce sera complètement effondré. J'arrive pas à voir, moi, du tout où ça va aller, ce genre de truc. Il a une personnalité qui est quand même beaucoup moins clivante que Ségolène Royal, pour faire le comparatif avec... Ça dépend de l'audience, hein, je pense. Ah, quand même, franchement, Ségolène Royal, c'était clivant. Elle Moi, était j'ai clivante, fait c'est sa vrai. campagne. Ah, tu as travaillé dans sa campagne, oui, mais... Non, mais les... enfin, moi... Rappelle-toi, quand même. Macron, Les d'avenir, c'était violent. Hein. Oui, c'était violent, mais Macron, je suis pas sûr que Macron soit super apprécié des classes moyennes et des ouvriers, des employés. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est une interrogation, j'ai pas la réponse, mais moi je te dis, en tout cas, chez les... je m'appuie sur ce qu'on appelle les gaffes, qui pour moi n'en sont pas. Rappelle-toi l'histoire de Gad. Quand il est allé chez Gad en 2015, il a dit il y a un problème dans cette usine parce que les gens qui vont être au chômage sont des gens qui, dans certains cas, sont illettrés. Donc c'est un problème, c'est factuel. Bah, il s'en est pris plein la gueule. Oui, mais alors, de la gauche bien pensante ou je sais pas quoi. Il s'en est pris plein la gueule. Aussi, mais alors que c'était vrai ce qu'il disait, c'est un vrai problème. Les gens expliquaient les syndicalistes. Mais moi, c'est ce que je dis régulièrement. En France, un truc dont on ne parle quasiment jamais, même s'il y a une entité du secteur de l'État qui s'en occupe, il y a 7% d'illettrés en France. Quand on dit qu'on veut 100% de fibres en France, c'est bien gentil, mais tu as 7% de gens qui ne savent pas lire et écrire parce qu'ils ne le pratiquent pas. Et donc, il y a un problème d'accès. Et il y a un problème d'usage de la culture, alors que c'est des gens qui sont allés à l'école quand même. Quand je te disais que Macron, il y avait des gens très variés, c'était au niveau des gens qui veulent voter. Pour lui, moi, je suis très très surpris. Je vois des gens qui sont dans des profils assez loin à droite qui veulent voter pour lui, d'autres qui étaient sur des profils assez loin à gauche. Je parle des électeurs. L'encadrement, effectivement, pose une question. Tu as toute la question de l'école, qui est posée de manière intéressante grâce au numérique, grâce à des trucs comme l'école 42, Simplon, on va voir ce que ça donne. Parce que moi, j'ai toujours une méfiance. J'aime bien Simplon, moi, ça marche bien. Si, ça marche bien. Non, ça marche bien, mais je sais pas. Je me demande ce que ça donne. Plus de doutes sur Simplon que sur 42 ? J'ai plus de doutes sur Simplon que sur 42. Parce que Simplon met l'accent vraiment sur le code et je me dis qu'un jour, c'est quelque chose qui peut devenir obsolète. 42 aussi, hein. La différence entre 42 et Simplon, c'est que 42 forme aussi des dégâts sur les parties réseau, sécurité. Moi, il m'a semblé que c'était plus polyvalent, 42. Alors, c'est plus polyvalent dans la mesure où c'est pas le même objectif. Simplon, ça a eu l'objectif de prendre des gens... J'aime bien ce que fait Simplon, hein, c'est pas la question. Mais... En fait, ils prennent des gens d'origine assez variée dans les deux cas. Moi, je suis surpris, je vois beaucoup de femmes, ce qui est très bien. D'ailleurs, il n'y a pas assez de femmes dans les métiers techniques du numérique. Ils arrivent à reconvertir dans des métiers techniques des hommes et des femmes qui viennent d'univers très variés, plein de bacs littéraires, plein de gens qui ont fait des classes prépa, école de commerce, ou qui ont fait une première année à l'école de commerce, qui s'y sont pas plus et qui disent je veux devenir développeur ou développeuse. Donc c'est presque un outil de reconversion. Je vois bien. Par contre, il y a très peu, dans l'un comme dans l'autre, des gens qui n'ont pas le bac, genre qui sont sortis du système après la troisième, du système scolaire. Si tu veux, je trouve que c'est bien qu'on apprenne à plein de gens à coder. Je suis tout à fait favorable à ce que ça se développe, mais je suis méfiant sur le long terme. Je ne sais pas. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que aujourd'hui, on en fait trop sur cette espèce de mythe de j'apprends à développer, donc je vais être le roi du pétrole et ça va être génial. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme manque dans l'industrie de développeurs, donc c'est normal qu'il y ait des efforts qui soient réalisés pour augmenter le nombre de développeurs. Ça c'est normal. Tu demandes à tous les mecs qui montent quelque chose, mais ils t'expliquent que le premier problème c'est leur dev. Il y a un petit peu de charlatanisme dans la mesure où on a tendance à faire croire aux gens qu'on peut devenir quelqu'un de bien baraqué dans ces sujets-là sans avoir les fondamentaux. Or, oui, c'est bien d'être développeur parce que c'est demandé, mais c'est bien d'avoir les fondamentaux, c'est-à-dire d'avoir ne serait-ce que des relations interpersonnelles correctes. Bon, ça, c'est la partie sociale. Il faut savoir écrire, il faut savoir lire, il faut savoir gérer une certaine logique, parfois avoir des backgrounds en mathématiques ou dans d'autres domaines, connaître des marchés verticaux, tu vois, pour savoir adapter le numérique à tel ou tel métier. Donc, il y a une vision un peu simpliste, mononeuronale de la technique du numérique en disant on fait des développeurs. Et moi je suis développeur, moi je suis ingénieur développeur à l'origine. Et je sais bien que moi je suis plus développeur à temps plein, mais je continue à développer parce que ça m'amuse de le faire. Mais je considère qu'être développeur, ça fait partie d'un mix
plus large. C'est la palette. C'est une palette et la richesse d'un individu, elle viendra de sa capacité à intégrer une compétence en développement dans une palette beaucoup plus large. Bah oui, c'est ça. Donc, tiens, d'ailleurs, tu parlais de la féminisation, oui. de la féminisation au niveau des développeurs. Hier, moi, j'étais assez marqué, puis même aujourd'hui, sur les pitchs qui sont d'ailleurs intéressants. Le concours de pitch là que vous faites, il est très très bien. Il y a des très belles boîtes, c'est super. Il y avait que des mecs. Oui, souvent, il n'y a que des mecs. Mais une des raisons, c'est qu'il y a très peu de femmes dans les métiers techniques du numérique. Donc, quand tu es dans un écosystème où les entrepreneurs viennent plutôt des filières ingénieurs et techniques, tu as très peu de femmes, c'est 4%, 4 à 5%. Si par contre, tu vas dans une école de commerce et tu vas dans un incubateur d'une école de commerce, là, tu vas trouver beaucoup plus de filles parce que tu as plus de filles, de femmes qui sont élèves dans ces écoles-là. Donc, ça dépend de là où tu es. Olivier, merci pour cette transition vers le mix, parce que c'est complètement le positionnement de la conférence, hein, justement. Pour conclure, j'aimerais bien un petit feedback de vous deux sur ce que vous avez vu, entendu sur ces 2 jours. Vous avez pris le temps d'aller dans les conférences. Qu'est-ce qui vous a plu, moins plu aussi? On est en mode no bullshit, donc allez-y. J'ai pas vu grand-chose, je suis désolé, je suis arrivé ce matin pour la conf, mais je vais vous dire ce que j'ai vu. Le dîner hier soir. Il y a eu le dîner, non mais j'ai vu la conf quand même. Il y a un truc que j'ai bien aimé. En termes de format, je vais parler du format. J'aime bien les conférences où on donne du temps aux intervenants. Déjà, on a donné, moi, 50 minutes de topinambour, c'est pas mal. C'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Tu peux faire topinambour en 12 minutes ou en 16 minutes. J'ai dit, c'est un peu court quand même pour élaborer. Et j'ai vu d'autres intervenants, notamment Jean de la Rocheboire de Kima Venture, qui a fait une excellente intervention sur la dimension humaine du projet entrepreneurial. Et j'ai trouvé que ce format, qui est de donner du temps pour élaborer des idées de manière assez construite, je trouvais que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est pas si courant que ça dans les conférences de cet univers entrepreneurial numérique, quoi. Donc voilà, c'est bien d'attirer des talents, aussi bien locaux que nationaux, en donnant du temps au temps, du temps de la réflexion. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le numérique a tendance à nous rendre trop pressés. On veut tout faire trop vite, on veut tout faire tenir dans un tweet, tout faire tenir en 5 minutes ou 12 minutes sur TEDx par exemple. J'en ai marre. Prenons du temps de réfléchir. Réfléchissons un peu, rentrons dans les sujets, dans le design, dans les relations humaines, dans la technique, dans l'économie, dans la politique. Arrêtons cette espèce de culture qui est une culture. Pour moi, la culture du court dans le numérique, c'est comme le populisme. C'est le populisme 2.0. C'est toujours trop simplifié. Et quand on voit ce que Trump fait comme dégâts aux États-Unis, c'est la conséquence indirecte de la simplification des messages à outrance. Il communique que par Twitter, ce mec. Il n'a jamais écrit plus de 10 lignes. Tout est sur Twitter. Donc c'est la symbolique politique de cette communication ultra synthétique. Et je pense qu'il faut s'en extraire de ce truc-là. Voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la première année, j'avais trouvé que la conférence était trop orientée uniquement business. La toute première année, hein. Oui, la toute première. Et alors qu'en fait, c'est les 2 aspects moi qui vont m'intéresser. Ça va être la partie qui va être justement purement business, elle m'intéresse, mais la question sociétale, forcément, elle m'intéresse beaucoup. Et je trouve que là, cette année, vous avez vraiment eu un bel équilibre. Il y avait vraiment des belles conférences avec du fond, des choses comme ça. Alors qu'effectivement, on est souvent dans ces cas-là, soit sur des choses où on va te rebassiner un peu de marketing. Tu vois, Paris, là, il y a un certain nombre de conférences autour du marketing qui sont un peu... Tu t'emmerdes, quoi, je veux dire, de manière assez colossale. Et là, je trouvais que tout était intéressant, c'est-à-dire les pitchs des petites startups, la conférence référencement, mais moi, tu me mets dans n'importe quelle conférence référencement, vu que c'est mon grand truc, je vais trouver ça intéressant, mais en plus, la personne qui le faisait, là, Julien Sanchez, c'est quelqu'un qui est, que moi, à chaque fois que je trouve fabuleux. J'ai eu des super feedbacks sur cette conférence. En plus, moi, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, ça a été un de mes professeurs en référencement, enfin, vraiment un type bien, quoi. J'ai bien aimé, donc, également aussi un certain nombre de choses là qu'il y avait sur l'être. Par exemple, ce qu'a fait Marie-Cécile, là, justement, qui vient de l'écosystème lyonnais, ça c'était quelque chose d'intéressant. J'ai bien aimé aussi ce que vous faisiez, notamment la conférence finale hier sur la question des levées de fonds, qui n'est pas du tout mon univers en fait au départ, mais qui est... Mais qui était... Et alors j'ai raté le dîner parce que j'avais un concert de reggae en même temps et on ne s'est pas eu au téléphone assez vite. Enfin bon bref, et je suis dégoûté parce que ça devait être un bon moment. Voilà, la question sur les levées de fonds, c'était quelque chose d'intéressant parce que je pense qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, tu vois, c'est un gros cliché, on dit toujours le numérique c'est pour les jeunes, ce truc assez atroce, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient un projet qui était là, c'est objectivement, et je pense que ça leur a donné la patate de leur dire, voilà, regardez, si vous êtes sur des projets avec des équipes valables, la levée de fonds, c'est pas un truc qui est inaccessible. Je trouve que c'était bien fait, il n'y avait pas de populisme, c'était vraiment intelligent. La question des... Je trouve que le discours d'ailleurs des gens qui investissent dans le numérique ces 4-5 dernières années, il a vachement évolué. Il est vachement intéressant. Il s'est vachement politisé dans le bon sens du terme. Ils se sont professionnalisés. Tu n'es plus dans un discours de banquier un peu répugnant qu'il y avait auparavant. Voilà.
Je suis d'accord avec toi, c'était vraiment une conf de partage. On sentait qu'ils n'étaient pas là pour se faire mousser, pour faire de la démonstration. C'était vraiment. Je te jure, c'est pas mon domaine. Je suis Le d'accord. domaine, moi, de voir une petite Non, ils boîte l'ont bien qui abordé. pitch, c'est mon domaine. Le référencement, mon domaine. La politique, mais pas ça. Et ça, je trouve ça bien. Et peut-être pour terminer, tourner vers Olivier. C'est un format long, en fait, ton truc. Ça devait être un format court, mais c'est pas grave, c'était vivant, c'est ce qui compte. Des fois, il y a des formats courts qui sont chiants, donc bon. Et non, terminé parce que tu as longtemps participé, suivi le web, TEDx aussi. Voilà. Oui, voilà. Qu'est-ce que modestement, tu dirais, voilà, qu'est-ce qui manque à Blend aujourd'hui? Qu'est-ce que tu donnerais comme orientation, comme idée concrète? C'est la première année que tu viens, je crois. Hein. C'est la première année que je viens, donc j'ai pas de repères temporels. Je peux comparer au Web Today à Nantes que je vois tous les ans. J'ai participé depuis quasiment le début, depuis l'édition 2010. Et eux aussi, ils viennent tous les ans ici. Et ils viennent, j'ai croisé Adrien et Magali, effectivement. C'est difficile à dire avec ce recul. Je vais te donner un petit feedback sur ce que j'ai vu ce matin. J'ai trouvé que les conférences étaient bien remplies, ce qui est très bien. C'est bien que les gens viennent écouter. Donc c'est une posture, l'écoute. Tu sais, il y a des événements où on network trop et on n'écoute pas. Donc ici, ce que j'ai vu, c'est que ça écoutait. Dans la salle plénière, dans les petites salles, c'est très bien. On sent que les gens ont soif de connaissances. Ça bossait pas trop sur les laptops pendant les speeches. J'ai pas regardé de près, mais j'ai l'impression qu'il y avait une vraie écoute, une vraie soif d'apprendre. Et ça, c'est lié aussi à la diversité des métiers qui sont présentés ici. Tu as plein de gens dans le design, dans le développement, tu as du business, tu as de l'entrepreneuriat, tu as des mecs dans des boîtes de services. Donc tu as une grande diversité des métiers représentés. Je regarde des badges, moi je regarde qui fait quoi, etc. Je fais ma analyse sociologique comme ça. Et le travers, en fait, il est inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de socializing, comme on dit. Alors là, il y en a beaucoup. Là, on ne voit pas comme on est filmé, mais il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui discutent entre eux dans les pauses. Et donc, en fait, un bon événement, c'est un événement qui équilibre très bien les deux. Et c'est assez compliqué à équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois beaucoup de networking pour que les gens rencontrent d'autres gens, qui se découvrent, qui voient leur badge. Par exemple, tu vois, un truc qui est bête, c'est ton badge. Eh ben, la manière dont le badge est fait va favoriser ou pas le networking. Par exemple, tu vois, le job qui est là, il est écrit trop petit. Donc l'année prochaine, tu me l'écris plus gros, parce que je le verrai de loin. Hyper C'est un concret. truc con. C'est Bah, complètement con. tout à fait. Non, mais dans Pour des favoriser soirées, le networking. on essaie de faire des petits badges avec les métiers, de couleurs, tu vois, des choses simples comme ça. Et c'est des trucs bêtes, parce que le networking, c'est dur. C'est dur. En plus, à Lyon, les gens sont moins... Non, je déconne. Ah bah non, mais on le Non, sait. mais c'est connu que les gens ouais. lyonnais sont pas aussi approachable que dans d'autres régions. C'est sûr, c'est tu sûr. vois, à Marseille, à Montpellier, C'est c'est plus pas pareil. facile. Ah ouais. Donc, comme il faut tweaker un petit peu la partie sociale, il faut peut-être trouver des moyens légèrement artificiels, pas trop techniques néanmoins, très bêtes, tu vois, le coup du badge, etc. Pour que les gens aillent vers les autres plus facilement, pour qu'ils se posent des questions entre eux, pour qu'ils network plus naturellement que d'habitude. Il y avait cet espace networking qui était nouveau cette année, on a essayé aussi de regrouper. C'est pas une question d'espace, Mais- c'est une question d'attitude, c'est une question de signalétique. Mais la question de la signalétique, elle est importante. D'ailleurs, toi et moi, on a la même caractéristique, c'est qu'en fait, on a juste nos noms et nos prénoms sur le badge. Si, j'ai vu ça. Ah ouais. Et du coup, les gens se posent toujours la question, tu vois, Qui dans le c'est, genre de cas, ouais. c'est qui ce type-là? Et effectivement, oui, la question de Moi, j'ai mis mon la taille. blog normalement, mais bon. Et puis, le fait de networker, ça persuade aussi des fois une entreprise d'amener ses collaborateurs avec lui. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, pour les boîtes où ils sont une dizaine, souvent, qu'il n'y ait pas que le président qui vienne, mais quelques autres. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Moi, j'étais aussi content que cette année, il y a pas mal de boîtes qui viennent avec beaucoup de collaborateurs, petites ou c'est grosses bien boîtes. ça. J'ai pas vu, c'est mais cool. je peux pas Vraiment, identifier les gens. Donc, il y a un budget, c'est- mais il y a surtout du temps. En fait, elle donne du temps à ces gens, des webmakers, pour faire leur picking de conférences, et ça, c'est chouette. Voilà. bon, bravo. En tout cas, toutes les régions de France ont besoin de ça. Nantes est un de ceux qui avait initialement été le premier à faire ça. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on a besoin à peu près de 4-5 conférences du même cabaret, disons, en ça France. sera pas de trop. Ce sera pas de trop. Et l'enjeu que vous avez, c'est de continuer à le nationaliser. Alors vous le faites en attirant des gens comme moi ou des distinguins et compagnie qui sont des gens connus à Paris, on va dire. Et il faut le régionaliser au sens faire venir des intervenants qui viennent d'autres régions. C'était déjà le cas d'ailleurs, j'ai pas vu. Et après, l'étape d'après, qui est plus difficile, c'est l'internationaliser un petit peu. Oui. Alors à Nantes, ils l'ont fait. Ils font venir des speakers qui parlent en anglais. Ils sont minoritaires. On parle en français dans la conférence en général. Mais rajouter un petit peu de flavor international, c'est pas mal pour donner un petit pitch. Parce que c'est ça dont on a besoin dans la French Tech. On a besoin de s'ouvrir vers le monde. Alors, le créneau qu'on Pas avait. que vers nous,
dans les régions. Voilà, le créneau qu'on avait identifié, tu vois, on avait été surpris d'avoir, comme c'est une conférence francophone, des gens du Canada, d'Afrique. Ils viennent tout le temps, les Canadiens, ils viennent à Nantes aussi. Et du coup, de faire parler ces gens-là qui viennent de zones sur lesquelles on n'entend pas forcément le web, la maturité est peut-être un peu différente, ils font des choses d'une manière différente. Je pense qu'effectivement, c'est à creuser, pourquoi pas avec une édition localisée là-bas. Il faut aller au-delà de ça, il faut aller au-delà de la francophonie. Ouais. Et la francophonie, c'est très bien parce que ça nous intègre dans un ensemble plus grand que la France uniquement. L'outre-mer, n'oubliez pas aussi. J'y suis allé récemment, je suis allé en Guyane, je suis allé à La Réunion. Il y a des trucs vachement marrants qui s'y passent. Et on a besoin d'être inclusif aussi vis-à-vis d'outre-mer, qui est quand même dans une situation beaucoup plus difficile que la métropole. Donc il ne faut pas les oublier. La francophonie et après le monde anglophone, le monde au-delà de la francophonie. Mais ça se fait étape par étape. Écoute, one by one. Et ça, on peut le faire par l'open source. Merci par pour des projets open source. Voilà. Merci pour ta conf et tous tes feedbacks précieux. On est content que tu sois venu. Romain, tu es un fidèle. Tu fais partie aussi des gens qui nous soutiennent toute l'année. Donc merci à tous les deux. C'était top. Et je crois qu'il va falloir qu'on reprenne le fil traditionnel de la conf. Merci à tous les deux. Hein.